Quand mon mari a annoncé que sa mère récupérait tout lors de notre mariage, il avait oublié que je détenais les relevés bancaires dans le dossier de mon avocat. La marche nuptiale s'était achevée depuis 40 secondes à peine. Lorsque mon mari s'est emparé du micro pour confier notre avenir à sa mère. Je savais que cela faisait 40 secondes parce que j'avais compté mes propres battements de cœur, une habitude que j'avais développée lors de négociations financières à enjeux élevés, une astuce que mon mentor m'avait apprise pour rester présente quand le corps cherche à fuir. Je me tenais aux côtés d'eux. Mathieu, vêtu d'une robe en dentelle de Calais à 3000 €, tenant un bouquet de pivoine blanche que j'avais mis 6 semaines à choisir sous le regard de 289 invités. Tous empreints de cette chaleur particulière que les convives réservent aux mariés dont ils partagent le bonheur. C'est alors que Mathieu s'est avancé vers le micro. Avant de commencer, a-t-il dit, j'ai une annonce importante à faire. La salle a plongé dans le silence attentif d'une foule attendant un toast, un hommage ou un mot doux. Le froid a envahi mon thorax. Je connaissais cette voix, pas encore les mots, mais le ton. Ce registre spécifique que Mathieu utilisait lorsqu'il avait pris une décision seule et qu'il mettait en scène son annonce au lieu de la communiquer réellement. J'avais entendu cette voix lorsqu'il m'avait annoncé que nous déménagions sans m'avoir consulté, ou lorsqu'il nous avait engagés pour des vacances avec sa mère que j'avais spécifiquement dit ne pas pouvoir financer ce mois-là. C'était la voix d'un homme qui a répété sa mise en scène parce qu'il sait que le contenu ne passera pas et qui a décidé que la performance était la solution. Il s'est tourné vers la table d'honneur, vers Chantal Lefebvre, qui pressait déjà un mouchoir au coin de son œil avec la précision d'une femme rompue à ce geste. Je n'oublierai jamais, a dit Mathieu, la femme qui a tout sacrifié pour m'élever. Et puis il a lâché la bombe, les appartements, le portefeuille d'actions, les comptes d'épargne, tout était transféré au nom de sa mère, annoncé au micro dans un salon de l'hôtel Intercontinental devant 189 personnes qui se sont immédiatement levées. Quelqu'un a crié, ça, c'est un fils exemplaire. Mathieu a levé la main pour réclamer le calme, de la manière dont les gens le font lorsqu'ils apprécient suffisamment les applaudissements pour vouloir les prolonger tout en faisant semblant de les modérer. Et à partir du mois prochain, a-t-il ajouté, je lui verserai 6 000 € mensuels pour ses frais de subsistance. J'ai entendu les murmures avant même la fin des applaudissements. Mathieu gagne 15 000 € par mois. Mais avec quoi vont-ils vivre, eux? Mon bouquet tremblait, pas métaphoriquement, mais physiquement, les pivoines oscillaient parce que mes mains faisaient quelque chose que je ne contrôlais plus tout à fait. J'ai pressé mes mains l'une contre l'autre, j'ai figé mon sourire et j'ai respiré. Mathieu s'est tourné vers moi, m'a tendu le micro, les yeux clairs et rayonnants de la sérénité particulière d'un homme convaincu d'avoir accompli un acte magnifique. Et attendant sa confirmation. Chloé, a-t-il dit, tu soutiens ma décision. N'est-ce pas? Tu as toujours dit que ce que tu aimais le plus chez moi, c'était la façon dont je m'occupais de ma famille. 289 pères. Dieu se sont fixés sur moi. J'ai pris le micro, et voici ce qu'il faut comprendre sur l'instant qui a suivi. Je ne jouais pas la comédie, je ne simulais pas une force que je ne ressentais pas, je n'agissais pas sous l'effet de l'adrénaline, de la rage ou de l'humiliation publique. J'agissais selon quelque chose de plus ancien et de plus délibéré, 18 mois de préparation, dont Mathieu ne savait rien. J'ai souri, pas d'un sourire de marié, mais d'un vrai sourire, celui qui surgit quand l'absurde devient indéniable et que l'on cesse enfin de prétendre. Puisque c'est ainsi, ai-je dit, la voix claire résonnant dans chaque haut-parleur de la salle, j'ai moi aussi une annonce à faire. Mais permettez-moi de revenir en arrière, car le début importe plus que la fin dans la plupart des histoires, et celle-ci ne fait pas exception. Je m'appelle Chloé Renaud, j'ai 31 ans, je suis diplômé d'un master en finance de l'université Paris-Dauphine et je travaille comme analyste financière.
Senior dans un cabinet de conseil à la défense depuis 6 ans. Je suis doué dans mon travail de cette manière spécifique qu'ont les gens d'exceller dans ce qu'ils feraient même sans être payés. Je vois des motifs dans les chiffres comme d'autres voient des expressions sur les visages, je traque les variables instinctivement et je fais confiance aux documents comme certains se fient à leur intuition, avec l'avantage que les documents ont raison plus souvent. J'ai rencontré Mathieu Lefebvre lors d'un gala de charité à Paris en novembre, il y a 3 ans. Il en avait 32, beau avec cette aisance des hommes à qui l'on a toujours dit qu'ils l'étaient et qui ont pris soin de cet atout. Il travaillait dans la direction commerciale, gagnant très bien sa vie grâce à un mélange de talent réel et de cette fluidité sociale propre à ceux qui ont compris très tôt que l'on peut naviguer partout si l'on sait ce que les gens veulent entendre. Il était charmant, et le charme est une qualité réelle que Mathieu possédait sincèrement, du moins dans les contextes où il était à l'aise. Et voulait obtenir quelque chose. Il était drôle comme je l'aime, avec un humour. C'est qu'est une capacité à se prendre pour cible. Il a été attentionné durant les premiers mois de façon spécifique, il se souvenait de tout, posait des questions, était toujours ponctuel. La première fois que j'ai rencontré Chantal Lefebvre, c'était 6 semaines après le début de notre relation, lors d'un dîner dominical dans son appartement de Neuilly-sur-Seine. Mathieu m'avait décrit ça. Mère comme une femme dévouée, incroyablement aimante, ayant beaucoup sacrifié. Pour lui, chaque mot étant prononcé avec cette baisse de voix qui signale la révérence émotionnelle. Je m'attendais à de la chaleur, j'étais prête à l'apprécier. Chantal Lefebvre a 63 ans, les cheveux poivre et sel. Une silhouette frêle, et possède une capacité à exprimer son mécontentement par le calibrage précis de ce qu'elle ne dit pas, un niveau de passivité-agressivité que je n'avais jamais rencontré auparavant. Elle n'a pas été méchante lors de ce premier dîner, elle se contentait d'observer avec le regard focalisé d'une femme, faisant l'inventaire de ce qu'elle considère comme sa propriété tout en évaluant une intrusion potentielle. Je me suis dit que j'exagérais, que c'était le stress de la première rencontre ou l'instinct territorial d'une mère fusionnelle. J'avais lu des articles sur les dynamiques mère-fils et les belles-mères. Difficile, je pensais qu'il s'agirait simplement d'une période d'adaptation. Je me suis bercé de cette illusion pendant environ 8 mois, jusqu'à ce que les preuves rendent l'aveuglement impossible. Le premier incident que j'ai documenté. Et j'insiste sur le mot documenté car il devient crucial par la suite a eu lieu au 4e mois de notre relation. Chantal a appelé Mathieu alors que nous dînions au restaurant, il a décroché à table, ce que j'ai trouvé impoli. Mais pas alarmant. L'appel a duré 22 minutes pendant lesquelles j'ai mangé mes pâtes en écoutant Mathieu répéter, bien sûr, je m'en occupe, et, ne pleure pas, maman, environ 6 fois chacun. En raccrochant, il m'a dit que la voiture de Chantal avait besoin de réparations qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Et qu'il allait payer. J'ai acquiescé et j'ai noté le montant, 2004. 100 €, ainsi que la date dans mon application de notes, non pas parce que je savais pourquoi je le faisais, mais parce que mon système nerveux avait classé cet événement dans la catégorie « à surveiller ». Le deuxième incident a eu lieu au 7e mois, le chauffe-eau de l'appartement de Chantal a lâché. Mathieu a payé 1800 €. Le troisième au 9e mois, Chantal voulait rendre visite à une amie sur la Côte d'Azur, Mathieu a payé les billets de train et l'hôtel pour 1000 €. À ce stade, j'avais documenté 5 200 € en 9 mois, ce qui n'est pas alarmant en soi car les parents ont parfois besoin d'aide. Ce qui m'a poussé à prendre cela au sérieux, ce n'étaient pas les montants, mais la texture des conversations. Mathieu ne m'en parlait jamais à l'avance, il m'informait après coup avec la posture d'un homme qui a déjà décidé. Il ne m'a jamais demandé mon avis, il disait toujours « j'ai géré ça » au passé composé, avec un sous-entendu de vertu ostentatoire. Regardez quel fils exemplaire je suis. J'ai noté le schéma, j'ai noté les sommes, mais je n'ai rien dit car j'étais encore dans la phase de collecte d'informations.
Puis Mathieu a fait sa demande en mariage sur un toit-terrasse. Avec une émotion sincère et une bague qu'il avait visiblement choisie avec soin. J'ai dit oui parce que, dans mon ensemble de données, j'avais un schéma préoccupant mais aussi un homme que j'aimais sincèrement et l'espoir que tout cela pourrait être réglé par une conversation honnête. J'ai entamé ces conversations 2 mois après les fiançailles. Il y en a eu 4 en 8 mois. Je veux être précise car la précision fait toute la différence entre nous. Avons eu des désaccords financiers, et j'ai fait 4 tentatives documentées pour résoudre un problème structurel. Lors de la première, j'ai demandé à Mathieu comment il envisageait ses contributions pour Chantal par rapport à notre futur budget de ménage. Il a répondu que sa mère était importante et qu'une femme qu'il aimait comprendrait cela. Lors de la deuxième, j'ai apporté un projet de budget avec nos revenus combinés et une ligne soutien Chantal, avec un plafond mensuel généreux. Il a dit que c'était contrôlant de mettre sa mère dans un tableur. Lors de la troisième, j'ai demandé directement si les décisions seraient conjointes une fois mariés. Il a répondu que c'était sa mère et que cela ne me regardait pas. J'ai rétorqué que si l'argent sortait de notre compte joint, cela me regardait par définition, et il m'a traité de matérialiste. Lors de la 4e conversation, je lui ai montré le décompte total, 23 700 € en 18 mois via 14 transactions. Je lui ai dit que je ne m'opposais pas au soutien, mais à l'absence de concertation. Il m'a accusé de compter les points. J'ai répondu que je gérais nos finances, ce qui est mon métier et un comportement d'adulte responsable. Il m'a dit que je devais revoir mes priorités. Après cette 4e discussion, j'ai fait 3 choses. J'ai arrêté d'en parler avec lui. J'ai appelé ma meilleure amie Léa qui me connaît depuis nos études et j'ai appelé mon avocat. Maître Marc Villard exerce en droit de la famille à Paris. Depuis 19 ans, il est méticuleux et possède ce que son assistante appelle une allergie à l'imprécision. Je l'ai vu 8 mois avant le mariage dans son cabinet de la rue de la Paix. Je lui ai exposé les faits. Il m'a demandé quel était mon objectif. J'ai répondu que je voulais comprendre dans quoi je m'engageais. Il m'a alors expliqué que les biens acquis avant le mariage sont protégés s'ils sont bien documentés, mais que toute contribution de ma famille a un bien au nom de Mathieu, comme son appartement à Boulogne-Billancourt, nécessiterait des preuves pour être récupéré en cas de litige. Mes parents avaient en effet versé 90 000 € pour l'apport de cet appartement 2 ans plus tôt, un cadeau pour nous en tant que couple, mais l'acte de propriété était au nom de Mathieu seul. Marc m'a conseillé de tout documenter, chaque virement, chaque mail, chaque conversation. J'ai tenu ce journal pendant 8 mois avec le calme méthodique que j'applique à mes modèles financiers au travail. La semaine avant le mariage, j'avais un dossier de 63 pages dont Marc avait des copies. J'ai failli changer de cap cette semaine-là parce que l'espoir est tenace, surtout après tant d'investissement émotionnel. Mathieu était tendre, présent, plein de cette douceur qui m'avait fait dire oui. Le jeudi soir, nous avons dîné avec mes parents. Mon père, Jean-Pierre, ingénieur retraité, est l'homme le plus méthodique que je connaisse. Ma mère, Françoise, a une intelligence émotionnelle si haute qu'elle en est parfois gênée. Ils aimaient Mathieu, ou du moins la version qu'ils connaissaient. Après le dîner, mon père m'a demandé si tout allait bien, en me regardant comme il regarde un problème de structure depuis 40 ans. J'ai dit que oui. Le samedi du mariage, au luxueux hôtel Intercontinental, tout était parfait, les lustres de cristal, les fleurs, ma robe. Je me sentais sereine parce que j'avais tout fait correctement, j'avais essayé de régler le problème en privé et j'avais protégé les intérêts de ma famille. La cérémonie a été magnifique, mon père a pleuré en me conduisant à l'hôtel, et Mathieu était superbe dans son costume. Nous avons échangé nos vœux. Les alliances ont été passées, et tout semblait normal pendant ces 40 secondes de marche nuptiale. Puis Mathieu a pris le micro. En repensant à cette
Instant, ce que je remarque le plus, c'est Chantal. Pendant que Mathieu jouait la dévotion devant 300 invités, elle tenait son mouchoir avec une expression de chagrin si travaillée que j'en étais presque impressionné. Elle savait. Ce n'était pas une déclaration spontanée, c'était chorégraphié. Et quand Mathieu m'a tendu le micro, j'ai réalisé qu'il croyait vraiment que la pression sociale, le poids de la robe et la présence des invités suffiraient à obtenir mon aval public. Il ne savait rien de Maître Villard, ni du dossier de 63 pages, ni du fait que les 90 000 € de mes parents étaient là, pièce B, de mon dossier. Le mariage est annulé, ai-je dit, c'est fini entre nous. Il y a eu 3 secondes de silence absolu, puis la salle a explosé. Le visage de Mathieu est passé de la confusion à la panique. Chloé, tu as perdu la tête? C'est notre mariage. J'ai gardé le micro. C'était notre mariage, mais puisque tu as choisi ta mère comme partenaire financière principale, je n'ai aucune intention d'être la 3e roue du carrosse. Chantal a abandonné son rôle de mère et pleuré pour m'agresser verbalement, criant que respecter ses parents était une vertu. J'ai répondu que l'obéissance financière aveugle était une autre chose. Votre fils vient de vous transférer tous ses biens et s'est engagé à vous verser 6 000 € par mois sur un salaire de 15 000 € après impôt. Comment payons-nous le prêt? Les courses? L'avenir de nos enfants? Mathieu a tenté de m'attraper le bras pour me faire taire, mais je me suis dégagé. Tu n'as pas besoin d'une femme, Mathieu, tu as besoin d'un public. Léa est apparue à mes côtés. Elle a annoncé à la salle que mes parents avaient financé l'apport de l'appartement à hauteur de 90 000 €, cet appartement que Mathieu venait de transférer à sa mère. Le silence qui a suivi était différent, chargé de la désapprobation des invités qui recalibraient la situation. Je me suis tourné vers le maître de cérémonie et je lui ai demandé de poursuivre le banquet comme s'il s'agissait de mon dîner privé, précisant que tous les cadeaux en espèces seraient rendus. J'ai retiré mon voile, j'ai glissé ma bague de fiançailles dans la main de Mathieu et je lui ai dit, j'attends le remboursement des 90 000 € sous 7 jours ouvrés. Mon avocat, Marc Villard, vous enverra la mise en demeure ce soir. Je suis parti sans me retourner. Maître Villard a envoyé la lettre à 19h14. J'étais dans ma suite d'hôtel avec ma mère et Léa, troquant ma robe contre une tenue confortable et des patins. Service d'étage. La mise en demeure citait l'apport des parents et le transfert à Chantal comme un événement déclencheur de recouvrement de créances. Mon père m'a appelé, non pas pour l'argent, mais pour s'assurer que j'allais bien. Il m'a dit qu'il était fier de moi parce que j'avais toujours su faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est mis en scène. L'avocat de Mathieu a tenté de négocier en ne proposant que 60 000 €, mais Marc a été intraitable. Mathieu m'a laissé un message vocal de 6 minutes pleurant ses regrets et promettant de tout restructurer, mais je l'ai simplement transmis à mon avocat. Au 5e jour, les 90 000 € sont arrivés sur le compte de mes parents. 6 mois plus tard, j'ai appris que l'appartement de Boulogne avait été vendu car Mathieu ne pouvait plus assumer ses engagements financiers envers sa mère sans capital. Il vit désormais en location dans un quartier plus modeste et sa pension, pour Chantal a été réduite de moitié, prouvant que l'influence de cette dernière avait diminué sans public pour l'applaudir. Quant à moi, je n'ai jamais répondu à ces messages, non par colère, mais parce que l'histoire est terminée. Léa m'a raconté que le soir du mariage, la fête avait continué sans les Lefebvre. Mes parents avaient dansé, mes cousins avaient envahi la piste et mon père avait porté un toast, ma fille sait reconnaître la vérité. Ce soir, elle l'a prouvé publiquement et je suis fier d'elle. S'il vous plaît, buvez le vin, nous l'avons déjà payé. J'ai souriant. Entendant cela, non par tristesse, mais par soulagement d'être aimé sans calcul. Par des gens qui sont restés dans mon camp sans que j'aie à le demander.